la recherche sur la langue, l'adaptation linguistique, on a enchaîné toujours avec Lise Pilon sur une recherche plus générale sur l'intégration et l'adaptation des Vietnamiens, des Cambodgiens et des Laotiens à Québec. Hein, j'ai dit qu'il y avait les trois, en fait, avec les Vietnamiens, le Canada ou le Québec avait accueilli aussi des réfugiés cambodgiens et laotiens. Et les trois venaient de pays voisins, avaient connu un peu des circonstances historiques en bonne partie semblables. Et à Québec, on trouvait, là on est rendu au milieu des années 80, il y avait à peu près 800 Vietnamiens, 600 Cambodgiens et puis peut-être 300 et quelques Laotiens. C'était pas beaucoup, mais c'était assez pour faire une étude qualitative en profondeur de l'organisation de ces communautés ethniques. Et moi, je l'ai déjà mentionné, quand j'ai des premières études chez les Inuits, c'était des études de communauté, à Quartac, par exemple. Bon, c'était quelque chose qui m'intéressait encore à côté des études sur la langue, bien sûr. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de voir comment, à l'intérieur d'un milieu urbain comme Québec, il y a des petites communautés qui sont, dans ce cas-là, des communautés liées à une origine commune, une langue commune, etc., qui se forment et qui fonctionnent, qui ont une certaine autonomie sociale, ou certaines qui ont un certain niveau d'organisation qui leur est propre à l'intérieur de la communauté, pas de la ville de Québec, du Canada, à l'intérieur de la société plus large. Et on a fait cette étude dans, je pense qu'il y a un premier rapport en français qui a été, qui est paru, un premier rapport sur les Vietnamiens de Québec en 86, et puis en 88, un document de recherche du laboratoire d'anthropologie de l'Université Laval sur les Cambodgiens et les Laotiens de Québec. Là, j'avais, moi, fait le chapitre sur les Cambodgiens, Lise Pilon, celui sur les Laotiens. Et tout ça montrait qu'il y avait une vie communautaire quand même, malgré le petit nombre, assez importante. Il y avait des commerces, pas beaucoup, mais il y avait un certain nombre de petits commerces, des épiceries, restaurants, etc., vietnamiens, cambodgiens ou laotiens à Québec. Il y avait des associations. À un moment donné, à Québec, avec 800 personnes, je pense qu'il y avait 9 associations vietnamiennes et puis une ou deux laotiennes, une ou deux cambodgiennes à Québec et dans la région. Il y avait des lieux de culte. Les Vietnamiens, les Cambodgiens et les Laotiens sont bouddhistes en général. Donc, il y avait il y a eu à partir de 76 un lieu où il y avait tous les dimanches, les Vietnamiens célébraient l'office bouddhiste, les Cambodgiens et les Laotiens aussi, ailleurs, pas au même endroit. Il y avait une paroisse, ou fait une communauté catholique vietnamienne. Au Vietnam, il y a peut-être 10 à 15 de la population qui est catholique. Donc, à Québec, il y avait un groupe de catholiques vietnamiens, etc. Et donc, il y avait une vie communautaire. Et en particulier, chez les Vietnamiens, on a été capable de travailler au niveau des réseaux sociaux, voir qui avait des rapports avec qui était ami avec qui se réunissait avec qui. Et, et à cause du petit nom, on a été en mesure d'aller très, très loin là-dedans et de faire des schémas. On ne mettait pas les noms, bien sûr, mais quelles sont les familles qui sont en rapport avec telle autre famille. Et on s'est aperçu qu'il y avait, à part une ou deux familles qui étaient un peu à l'écart, il y avait des relations d'amitié ou de parenté parfois entre toutes les familles vietnamiennes de Québec. C'était pas toutes les familles qui étaient ensemble, mais quand on regardait le tableau, il y avait au moins une personne de chaque petit groupe de gens qui avaient des rapports avec un autre petit groupe comme ça. Un peu comme je l'avais vu à Quartac à l'époque, où il y avait aussi des groupes dans la communauté, des groupes sociaux, des gens qui étaient originaires de divers camps
saisonniers qui avaient été sédentarisés au même endroit à Coartac et où, de la même façon, les familles, il y avait des gens qui avaient beaucoup plus de rapports entre eux qu'il y en avait avec les autres, mais qu'à la fin, bon, tout le monde, personne n'était complètement à l'écart, à la fois dans les relations parentales à Coartac et dans les relations d'amitié, d'entraide, etc., des autres. Chez les Vietnamiens, c'était un peu la même chose, sauf pas, bon, moins sur le plan parental. Les gens n'étaient, bien sûr, pas tous apparentés, mais sur le plan des relations d'entraide, d'amitié, bien, tout le monde était lié les uns aux autres. Et ce qui est intéressant, à Québec, comme ailleurs, il y avait encore à l'époque il y avait encore un certain nombre de familles qui étaient, on peut dire, entre guillemets, pro-communistes, qui appuyaient, qui étaient une minorité, mais des anciens étudiants qui, avant 75 déjà, militaient contre l'ingérence américaine au Vietnam pour le gouvernement socialiste du Nord-Vietnam, qui continuaient à vivre à Québec. Il y avait des enfants, bon, qui étaient là, qui formaient un groupe en soi, qui avaient leur association, et puis une majorité de gens, des réfugiés, qui, eux, bon, étaient, mettons, en gros, là, anticommunistes. Mais il y avait un certain nombre d'individus qui faisaient le pont entre les deux groupes. Des individus qui, eux, avaient des amis des deux côtés, qui n'étaient pas très nombreux, mais qui veut dire que même il y avait des rapports minimums entre les pro- et anti-communistes. C'est comme ça que les Vietnamiens anticommunistes voyaient leur groupe. Même s'il y avait bon, souvent des affrontements entre les deux. Je me souviens, une fois, à un moment donné, il y avait, je me souviens plus, début des années 80, le groupe pro-communiste avait fait venir, il y avait une dame, je pense que c'est la présidente de l'association, je ne sais plus comment ça s'appelle, Association nationale des femmes du Vietnam, qui était une madame assez importante, là, qui était en tournée pour parler de la situation de la femme au Vietnam. Et elle avait fait une conférence à l'Université Laval. Et après la conférence, il y avait des groupes un peu des gens anticommunistes qui avaient poursuivi elle et les organisateurs pro-communistes en leur criant des insultes ou je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que une petite anecdote, une chose dont je me souviens de cette conférence, au Québec, c'était aussi le féminisme qui se développait. Et la dame qui disait, vous savez, au Vietnam, c'est très bien maintenant, le gouvernement aide les femmes. Moi-même, je suis en tournée internationale là, pour quelques semaines. Et pendant ce temps-là, l'Association des femmes envoie à la maison quelqu'un pour préparer les repas et pour aider mes enfants, mon mari, pendant mon absence. Donc, vous voyez les services que le gouvernement rend aux femmes. Et à un moment donné, il y a une fille, une Québécoise, qui lève la main, question, qui dit « Et quand votre mari est en voyage, est-ce que le gouvernement envoie quelqu'un pour vous aider à faire la cuisine, tout ça? » Non, mais comment... pourquoi? Elle dit, écoutez, pourquoi est-ce que quand vous partez, on vient aider votre mari, mais quand votre mari part, on ne vient pas vous aider? Elle m'a dit, c'est normal. Bon, elle dit, moi, c'est moi qui fais la cuisine. Pendant ce temps-là, elle ne voyait pas du tout le problème. Évidemment, l'étudiante et puis d'autres qui rigolaient, ils disaient, écoutez, bon, vous avez peut-être encore ou votre conception du féminisme au Vietnam n'est pas la même exactement que la nôtre ici. Mais bon, c'était intéressant. D'ailleurs, bon, ce qui a amené aussi, on a une autre collègue, Huguette Dagenet, qui est retraitée maintenant en anthropologie, qui, plus tard, là, a développé un projet de longue haleine qui a fait beaucoup de choses intéressantes pour développer justement le féminisme à l'occidental, mais pour l'introduire au Vietnam, en travaillant avec à la fois dans des universités vietnamiennes, avec des professeurs d'université, des femmes, bien sûr, dans la plupart des cas, et puis des associations vietnamiennes pour un peu aider à instaurer une forme de féminisme qui soit un peu plus, un peu plus selon la façon dont nous, en Occident, on conçoit le féminisme, mais qui n'est pas encore exactement la même chose au Vietnam.
Donc, cette recherche sur les Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens nous a permis de faire cette étude de communauté. Ça a amené un peu, en ce qui concerne les Vietnamiens, encore en 84-85, et ça faisait quelques années qu'ils étaient ici, il y avait encore beaucoup de craintes et chez beaucoup de Vietnamiens réfugiés, on se méfiait quand même, on avait vécu sous le régime communiste, etc. Il y avait beaucoup de méfiance envers les autres et cette étude, en particulier sur les Vietnamiens, a posé des problèmes dans la communauté vietnamienne. Je me souviens, à un moment donné, je reçois un téléphone un soir d'un type, je pense que c'était le président de l'Association des Vietnamiens de Québec, qui me dit, écoutez, Monsieur Doré, j'aimerais que vous me disiez exactement, là, soyez franc avec moi, est-ce que vous travaillez pour les communistes ou pour la CIA? Je me dis, écoutez, moi, je fais une recherche pour l'université. Oui, mais vous venez nous poser des questions comme ça, donc vous travaillez sûrement pour un groupe politique ou l'autre. Et les gens ne pouvaient pas concevoir à l'époque, enfin beaucoup de gens, qu'on puisse faire une étude objective, c'est s'intéresser à la vie des autres sans avoir un but quelconque. Et le but quelconque, ils le voyaient en termes politiques. Donc, si notre équipe allait interviewer des gens, c'était pour prendre des notes et envoyer ça ensuite à Washington ou à Moscou pour qu'eux puissent ensuite faire causer des ennuis aux Vietnamiens, aux familles restées au Vietnam, des réfugiés ici. Ce qui veut dire, et aussi les gens, même j'ai dit dans la recherche sur les Vietnamiens à Québec, on avait fait une analyse assez serrée des relations sociales. On n'avait pas mis de nom, mais c'est sûr que les gens qui lisaient ça pouvaient reconnaître, les Vietnamiens pouvaient reconnaître dans beaucoup de cas de qui il s'agissait. Et je me souviens d'une longue réunion que j'ai eue avec des gens, des membres de la communauté pour discuter quoi faire. À la fin, j'avais accepté, j'avais dit, écoutez, le rapport sur les Vietnamiens de Québec, il ne sera pas publié. On le garde sous forme de rapport, sous forme de rapport dactylographié à l'époque, puis ça reste dans les tiroirs. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, il s'est retrouvé. J'ai vu qu'il y en a une copie à la bibliothèque de l'Université Laval. C'est pas moi qui l'ai envoyé. C'est retrouvé là-bas. Et quelques années 2 ou 3 ans plus tard, il a été publié en anglais. Je l'avais envoyé pour information à un chercheur vietnamien aux États-Unis, l'Université Yale, qui travaille, que j'avais lu des trucs qu'il avait publiés. Bon, j'ai dit, ça peut vous intéresser. Il lui a dit, écoutez, pourquoi ce rapport sur les Vietnamiens de Québec, vous ne le publieriez pas en anglais? Nous, on a une collection d'études vietnamiennes à Yale, etc. Fait que je l'ai traduit en anglais. Là, j'ai fait relire ensuite par un anglophone qui a corrigé mon anglais. Et on l'a envoyé, ça a été publié sous le nom de Louis-Jacques Doré, Lise Pilon et Nguyen Huy, qui était un peu notre principal assistant de recherche, qui avait été prof de géographie au Vietnam à l'université, qui était réfugié à Québec. Et ça a été publié en anglais, mais pas jamais publié en français. Et après ça, on a fait d'autres... Je me suis intéressé à toutes sortes de thèmes ensuite. Là, cette filière un peu d'études de communauté m'intéressait. J'ai fait puis parfois avec Lise, ensuite avec d'autres collaborateurs, vietnamiens avec monsieur Bong Quy Nguyen, avec qui j'avais fait première étude, qui a participé à certaines recherches, avec ensuite un collègue en théologie, le père Gaudette, Pierre Gaudette, qui était, je pense, professeur de théologie morale, mais qui s'était retrouvé comme aumônier de la communauté vietnamienne. À un moment donné, on a fait une recherche sur le catholicisme vietnamien au Québec, et Pierre Gaudette est embarqué là-dedans, ça l'intéressait. On a fait un rapport là-dessus. Une étude sur la vie religieuse des Vietnamiens du Québec qui a été publiée, là encore, comme document de recherche au laboratoire d'anthropologie de l'Université Laval, et là, qui s'intéressait un peu à toutes les formes de vie religieuse, bouddhiste, etc., des Vietnamiens du Québec, une étude sur les associations vietnamiennes. À un moment donné, à Montréal, je pense, aux fin des années 80,
il y avait 63 associations vietnamiennes pour à peu près 20 000 personnes, toutes sortes d'associations dans toutes sortes de domaines. Donc, c'est intéressant, ce phénomène-là. Et puis, bon, finalement, ça a mené aux publications, peut-être qui faisait un peu la somme de ça en 2007 avec Éric Richard, qui était un étudiant qui avait fait une maîtrise sur les jeunes Vietnamiens de deuxième génération à Montréal et qui avait commencé un doctorat que malheureusement il n'a jamais pu terminer parce qu'il était trop occupé, un emploi à plein temps. Et on a fait publier un livre, Éric Richard et moi, qui s'intitule Sur les Vietnamiens de Montréal, qui s'intitule Les Vietnamiens de Montréal. On a essayé de trouver toutes sortes de sous-titres. À la fin, c'est publié par les presses de l'Université de Montréal. Ils ont dit on va appeler ça Les Vietnamiens de Montréal. C'est tout. Donc, publié en 2007, qui est une étude générale de la communauté vietnamienne de Montréal, à peu près 25 000 personnes, et qui voit un peu à la fois sur le plan, l'histoire, bien sûr, la démographie, l'économie, les activités économiques, l'organisation sociale, les associations, la vie religieuse, etc. Et ça nous a permis, disons, la conclusion de tout ça, c'est deux choses. Les premières études nous ont permis de faire une différence, de voir que l'intégration et l'adaptation, c'était deux phénomènes différents. L'intégration, c'était quand les gens peuvent s'insérer sur le marché du travail, s'insérer dans la vie politique, sociale du pays ou de la société haute. Et dans le cas des Vietnamiens, ça se faisait généralement assez bien. Enfin, assez bien. Il y avait dans toutes sortes de cas différents, mais en général, les Vietnamiens avaient une volonté de s'intégrer, trouver du travail dès que possible. Ensuite, quand ils pouvaient, quand leurs enfants étaient à l'école, ils participaient au comité de parents. Quand ils devenaient citoyens, ils allaient voter. Et pour eux, c'était normal, quand on était quelque part, de participer du mieux possible à la vie économique, politique, sociale de la nouvelle société qu'on avait intégrée. Pas l'assimilation, mais l'adaptation, c'était une autre chose. Et l'adaptation, on s'est aperçu que, parce qu'à l'époque où les réfugiés sont arrivés, réfugiés vietnamiens, cambodgiens, laotiens, on appelait en fait à l'époque les réfugiés indo-chinois, il y a eu beaucoup d'études sur l'adaptation. Toutes sortes, il y a eu plein, partout au Canada, aux États-Unis, des tas de gens qui sont mis à travailler là-dessus, et souvent qui disaient, oui, les gens ont des problèmes d'adaptation, ça va pas, ils ont du mal à apprendre la langue, ici et ça. Mais nous, on s'est aperçu que l'adaptation, ça passait souvent par l'intégration dans une communauté ethnique vietnamienne bien structurée. Que l'adaptation, c'était pas apprenons la langue, oublions de vivre à la vietnamienne, faisons comme les Québécois puis, ou les Canadiens, puis comme ça, on va être adapté. C'était pas ça du tout. C'était, si on peut vivre, si on peut avoir des relations avec d'autres Vietnamiens, si on appartient à les Vietnamiens sont assez bien organisés pour avoir leurs propres associations, leurs propres lieux de culte, avoir pas des cours de vietnamien pour les enfants le samedi et le dimanche pour leur enseigner la langue, etc., qu'on puisse continuer à avoir des amis vietnamiens, des réseaux sociaux informels vietnamiens. À ce moment-là, ça permet de mieux s'adapter à la société. C'est peut-être un peu paradoxal, mais on s'est rendu compte qu'une communauté ethnique bien organisée peut permettre aux gens de s'adapter collectivement, dans la mesure où les leaders ou ceux qui font l'opinion dans ces communautés-là disent « Oui, nous voulons bien fonctionner en tant que Canadiens ou que Québécois, puis encourager les gens justement à bien s'intégrer dans la société. » Bien, à ce moment-là, ça leur permet de bien s'intégrer tout en restant vietnamiens dans leur vie privée. Et peu à peu, tout en restant vietnamiens, ils vont quand même au travail ou ailleurs développer
des rapports avec d'autres personnes. Et ça amène à ce moment-là, dans le meilleur des cas, une vie équilibrée où on garde un mode de vie et puis on continue à fonctionner dans un milieu qui favorise des valeurs qu'on juge incontournables, auxquelles on ne veut pas renoncer. Et en même temps, on va aussi fonctionner avec des membres et des institutions de la société générale. Donc, on va être bien intégré tout en s'adaptant indirectement par le biais de la communauté vietnamienne. Et ça, je dis vietnamien, je pense que c'est probablement le cas dans je pense que la plupart des communautés d'immigration récentes, au moins, c'est comme ça. Et dans le cas des Vietnamiens, les valeurs incontournables, ça comprend, c'est en particulier la famille. Quand on parle avec des Vietnamiens, la première chose qu'ils vont vous dire, si vous veulent vous expliquer leur culture, c'est de dire chez nous, la famille, c'est essentiel. Et ça se manifeste de toutes sortes de façons. Enfin, la deuxième chose dont ils vont vous parler, c'est la nourriture. La nourriture, c'est ce qui vient tout de suite après la famille. Mais la famille, c'est essentiel. Et, par exemple, ça prend la forme du culte des ancêtres. Et encore beaucoup de Vietnamiens aujourd'hui, même des gens de deuxième génération qui sont nés ici, si leurs parents sont décédés, vont continuer à pratiquer le culte des ancêtres qui consiste à, disons, montrer à certaines occasions, au moment du Nouvel An vietnamien, de Tet, qui a généralement lieu fin janvier, début février, selon le calendrier lunaire, ou à l'occasion des anniversaires de décès des parents, des grands-parents, etc., on va inviter les défunts à venir nous rejoindre pour célébrer avec eux. Donc, ça veut dire que les défunts font toujours partie de la famille. Bon, en principe, c'est les défunts en ligne paternelle, c'est une société patrilinéaire, les Vietnamiens, mais moins que tout ça, ça vient de la Chine, hein, le culte des ancêtres, c'est chinois à l'origine. Les Vietnamiens sont quand même moins strictement patrilinéaires que les Chinois. Ils reconnaissent la parenté des deux côtés, côté du père comme de la mère, mais le culte des ancêtres, officiellement, ça se fait dans la lignée paternelle. Et tout ça veut dire que la famille, c'est la valeur fondamentale, et fondamentale au point où elle continue à subsister à travers le temps. Les ancêtres sont décédés, mais ils sont toujours là. Et quand on fait le culte des ancêtres, on va se prosterner, on va faire des offrandes, on va mettre des fruits, mais aussi de la viande, toutes sortes de plats sur l'autel, on fait brûler de l'encens, allume des bougies, et puis on va inviter les ancêtres. Après ça va être le père de famille, mais s'il est décédé, ça va être la mère qui va faire ça, qui va se prosterner en invitant les ancêtres. Alors, et de façon en disant, écoutez, aujourd'hui, moi, une telle ou un tel, vivant à telle adresse, j'invite mes ancêtres, j'invite mes parents, un tel, une telle, mes grands-parents, un tel, une telle, à venir pour célébrer avec nous cet anniversaire. Et ça, c'est important parce que d'abord, les ancêtres, on ne sait pas où ils sont, là, ils sont quelque part je ne sais pas où, quelque part, un endroit invisible. Donc, il faut leur dire où venir, parce qu'il y a peut-être d'autres enfants au même moment qui font le culte des ancêtres ailleurs dans le monde. Donc, il faut leur dire, là, venez à telle adresse. Donc, ils vont trouver l'adresse. Et puis, il faut les inviter nominalement, parce que si on ne dit pas leur nom, il y a des âmes errantes, c'est-à-dire des gens qui ont personne. Pour un Vietnamien, la pire chose qui peut arriver, c'est de mourir et d'avoir personne qui va célébrer notre culte. Là, ça veut dire qu'on devient, là, nos âmes vont errer un peu partout dans le monde. Et une âme errante qui entend une invitation à venir, elle va essayer d'en profiter. Donc, il faut donner les noms. On dit on invite telle personne, mais pas n'importe qui. Parce qu'une âme errante qui vient dans une maison, elle peut créer toutes sortes de problèmes, apporter le malheur, etc. Donc, d'ailleurs, il y a une fête vietnamienne qui se fait genre au mois d'août, justement la fête
des âmes errantes, ou on va mettre, ça se fait encore au Vietnam, bon ici ça serait plus compliqué à l'étranger, mais au Vietnam, ça j'ai encore vu, on met devant la maison des offrandes sur une petite table avec de l'encens pour justement les âmes qui n'ont pas de famille qui les prient, qu'elles puissent au moins une fois par année participer aussi, se nourrir et participer à ce culte des ancêtres. Donc, culte des ancêtres, c'est très important. Ce qui est aussi important dans les rapports parents-enfants, frères et sœurs. Les Vietnamiens disent toujours, entre parents ou enfants ou frères et sœurs, il y a vraiment des rapports indestructibles. On ne peut pas se trahir entre frères et sœurs ou entre parents et enfants. Puis les gens vont dire, oui, plus loin, nos cousins, nos cousines, plus loin, oui, généralement, on va s'entraider, on s'aime, mais ça peut arriver qu'on se joue des mauvais tours. Mais entre frères et sœurs, la famille nucléaire, c'est quelque chose d'indestructible. Et s'il y a un problème à l'intérieur de la famille, c'est quelque chose de... ça arrive. Les Vietnamiens ne sont pas plus gentils que n'importe quel autre peuple. Enfin, ils sont gentils, mais c'est pas non plus des saints, tout le monde. Donc, il peut y avoir des chicanes, mais c'est beaucoup plus grave à ce moment-là, quand ça arrive. Donc, ces valeurs familiales vont continuer. Les Vietnamiens veulent les transmettre. Et même souvent vont dire qu'au Québec, on devrait peut-être adopter les valeurs familiales vietnamiennes. Et c'est des choses qu'on veut vraiment, auxquelles on ne veut pas renoncer.